Mais ils peuvent le faire physiquement. Les marchandises n'ont pas de jambes. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes avec Perico Légas et Maud Koffler qui me remonte le moral. Souvent, j'ai besoin qu'on me remonte le moral. Julien Delmas est à la technique, comme on dit, et Emmanuel Galasso au téléphone. Vous pouvez le joindre au 0826 300 300. 2 heures exaltantes qu'on va partager, qu'on va passer ensemble. Tout d'abord, je vais recevoir le grand cuisinier Alain Fontaine, qui va nous parler. Avec lui, on va voir l'enjeu du fait maison, la TVA 5,5. Est-ce qu'on peut sauver la restauration de qualité en France? C'est un débat interminable. Il serait peut-être temps que la classe politique le prenne à bras-le-corps, parce qu'il y a beaucoup de projets, mais peu de résultats. Il faut trouver aujourd'hui de quoi permettre à nos maîtres restaurateurs de trouver des conditions d'activité et un avenir économique conséquent. On verra également est-ce que le moteur thermique doit être arrêté en 2035? Est-ce que le moteur électrique est une solution? On en discutera avec le député EDR, Éric Michou. On sera en ligne avec notre correspondante Christine Bouillot, qui est dans l'Ariège et qui est dans un élevage dont on va abattre le troupeau à cause de la fameuse dermatose, la tragédie paysanne. Voilà, et là on sera en direct sur le terrain. Vous aurez un témoignage tout à fait poignant. On va s'arrêter quelques instants sur le journal d'un prisonnier, le président Nicolas Sarkozy. J'ai pris le temps de rentrer dans le bouquin. C'est un chapelet de perles extraordinaires, des considérations quelquefois assez humoristiques, enfin peut-être consternantes aussi. Très étonnant que ce président de la République soit sorti de sa réserve pour nous confier des considérations pas pour le moins étonnantes. Il va même jusqu'à flinguer ses avocats. Voilà. On s'arrêtera un tout petit peu sur les 2 cas d'enfants battus, parce que la violence est en train de se désinhiber sur les enfants. Maud Koffler nous racontera cette histoire de ce brave électricien qui a fait une déco de Noël un peu trop envahissante dans sa commune, et le maire lui il s'est fait gronder par le maire. Ouais, enfin voilà, Noël. Partout, alors là c'est pas les crèches, du coup maintenant c'est la décoration extérieure, et nous partagerons cette dernière heure, 13h 14h, avec l'écrivain essayiste Chloé Morin, qui a écrit Désalignés. Elle nous expliquera pourquoi un féminisme repensé peut être la dernière solution de sauvetage de l'humanité, de notre pays. Enfin voilà, ça sera un débat passionnant. Ce sont des idées qu'elle a réunies dans ce livre sur le masculinisme, sur la polarisation du débat. Enfin voilà, restez avec nous, surtout appelez-nous, parce que vous en apprendrez beaucoup sur la façon dont on peut entrevoir l'avenir de ce pays et de cette société. Voilà pour le menu du jour, et vous restez avec nous en nous appelant au 0826 300 300. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors, je voudrais revenir quelques instants sur le vote du budget hier, qui a défrayé toutes les chroniques politiques. On a tout vu, tout entendu. Le pays n'a jamais été aussi divisé, parce qu'il y en a qui considèrent que le fait qu'il y ait eu ce consensus, même relatif, pour le vote de cette loi du budget était important. D'autres disent c'est une catastrophe. Les concessions qui ont été faites d'un côté comme de l'autre sont négatives. Ça va coûter une fortune. Et si on l'avait pas fait, ça aurait coûté encore plus cher. Il s'avère que c'est un événement historique qui s'est passé hier. Ça ne s'est jamais produit dans la Ve République qu'une opposition, si tant est qu'on puisse parler d'opposition, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais enfin, une opposition a voté le budget présenté par le gouvernement. C'était le rêve, alors pour ceux qui n'étaient pas nés, ils connaissent de nom, mais ils sont pas... C'était le rêve de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République de 1974 à 1981. Il aura passé son septennat à essayer, de redistribuer un peu ce que Macron a fait quand il a dit en même temps. Le rêve de Giscard d'Estaing, c'était de dire, est-ce qu'on peut casser le clivage droite-gauche, avoir un grand centre, et que le centre puisse gouverner avec la gauche. Il a fait des appels du pied au Parti Socialiste pendant ces 7 années. Mitterrand ne voulait rien entendre, ni les communistes. Il a envoyé des messages, c'était la majorité à 18 ans, c'était la loi sur l'avortement de Simone Veil. Il a envoyé des messages libéraux, d'ouverture, sociale,
sociétaux. Il a voulu faire une détente politique. Il n'y est pas arrivé. Et les socialistes ont toujours refusé de se joindre à lui, même dans certaines circonstances. Et c'est vrai que très longtemps, on s'est disputé en France, chez les observateurs, chez les commentateurs, et y compris dans la classe politique. Est-ce qu'il y a un moment donné où, si la loi est bonne, si les dispositions prises par le gouvernement sont bonnes pour le pays, est-ce que l'opposition peut de temps en temps s'associer au choix du gouvernement? Ça s'est vu un petit peu en 91 quand Michel Rocard était Premier ministre. Il n'avait pas la majorité absolue. Il a utilisé très souvent le 49-3, mais très souvent les centristes ou des partis qui n'étaient pas forcément en accord avec lui permettaient de voter ses lois. Enfin, hier soir, après-midi, nous avons assisté sous l'égide de Sébastien Lecornu, qui sort évidemment, tout le monde dit il sort gagnant. Il a obtenu d'avoir le vote. Voilà, donc il y a 63 députés socialistes qui ont voté pour, 3 qui se sont abstenus. Les 26 députés écologistes se sont abstenus, certains ont voté pour. Au LR aussi, il y a eu 13 députés LR, qui sont ceux qui ont permis d'ailleurs de faire passer cette loi de budget. Donc, le consensus est possible en France. C'est terrible parce que c'est cette dissolution absolument calamiteuse qui l'a permis. Je vous dis, le pays est fracturé, mais bon, on est arrivé à prouver. Et les Français attendaient qu'il y en avait marre, qui étaient indignés par ces divisions stériles, ces combats de chefs, ces insultes, ces invectives permanentes, cette incapacité de la classe politique à prendre le dossier par le corps parce qu'il s'agit de l'avenir de la nation, il s'agit du budget de la République. Eh ben, on est arrivé à prouver que malgré tout, bon gré, mal gré, on est arrivé à s'entendre. Peut-être que c'est un signal d'espoir pour apaiser notre vie politique et que les députés qui sont la représentation nationale soient plus sensibles à l'attente de ce que les Français attendent. Est-ce qu'on peut se rassembler pour sortir ce pays du merdier dans lequel cette même classe politique le plonge depuis 40 ans? Voilà. Allez, vous restez bien avec nous. On va parler du fait maison dans un instant avec notre invité Alain Fontaine. Pour réagir, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est Jean-François Aquili. Demain matin, Ségolène Royal sera mon invité dans le Grand Matin Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Une partie du Sénat a déclaré la guerre au fast-food dont il juge à juste titre l'expansion néfaste pour l'économie locale comme pour la santé des Français. Les sénateurs socialistes et centristes ont tenté d'augmenter la TVA des fast-foods la semaine dernière et de baisser celle des établissements d'exception. Il faut savoir que la France compte en 2025 plus de 52 500 restaurants rapides contre 13 000 il y a 25 ans. Face à cela, les 3 300 maîtres restaurateurs se battent pour leur survie. Alors peut-on vraiment lutter contre le fast-food, ce mastodonte de la malbouffe? On en parle avec Alain Fontaine. Bonjour Alain Fontaine. Bonjour Frédérico. Merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui. Vous êtes le chef patron du restaurant Le Mesturet à Paris, célèbre pour son tartare de bœuf d'Aubrac au couteau. Vous êtes là pour parler parce que vous êtes également le président de l'Association française des maîtres restaurateurs, qui est aujourd'hui, j'allais dire, une entité essentielle pour l'avenir de la restauration. Vous défendez des valeurs, vous défendez un patrimoine, et vous êtes très inquiet, vous vous battez depuis des années. On sait à quel point la restauration est confrontée, la restauration dite traditionnelle. Je voudrais savoir ce qu'est l'autre. Si elle n'est pas traditionnelle, effectivement, c'est malbouffe et bonne bouffe, on va le résumer comme ça, est confrontée depuis des décennies à des enjeux économiques terribles, de la concurrence déloyale. Aujourd'hui, Alain Fontaine, on est confronté à, j'allais dire, un affaissement de la connaissance culturelle des consommateurs, en particulier de la jeunesse, une acculturation alimentaire. Les gens ne savent plus manger. Donc, aller au restaurant pour les jeunes, ce n'est pas aller dans un restaurant avec une nappe, des tables, des chaises, des couverts, un plat frais de produits transformés sur place. C'est aller dans des enseignes, dans la rue, rapide, avec du gadget américanisé. Voilà. Où en est la situation aujourd'hui, très très précisément? Alors merci d'abord de nous donner la parole. La situation, elle est un peu, alors on va pas dire catastrophique, elle est inquiétante, elle est très inquiétante. Elle demande beaucoup de vigilance. À savoir qu'on perd tous les jours des restaurants traditionnels, environ 14-15. On en perd 25 par jour, mais 14-15 c'est de la restauration traditionnelle. 25 restaurants qui ferment par jour, qui déposent des bilans, dont 14 ou 15 de restaurants traditionnels. Le reste c'est de l'éphémère, c'est des gens qui vont voir une sandwicherie qui au bout de 6 mois vont la fermer. Et dans ces 14
75 restaurants qui ferment traditionnels par jour, vous avez bien sûr des défaillances et des non-reprises. Tout n'est pas que défaillance. Cela dit, les défaillances ont augmenté de 8%. Les défaillances d'entreprises de restauration traditionnelle ont augmenté de 8% par rapport à l'année dernière. Et l'année dernière était déjà un record. Donc effectivement, on a des vrais sujets d'inquiétude. C'est lié tout simplement d'abord... À La Fontaine, ça fait 5475 à peu près restaurants par an. C'est ça. C'est ça. Vous vous rendez compte, mais c'est une hécatombe. On était à 92 000 restaurants, places assises, restaurants traditionnels il y a encore quelques années. On va très vite passer sous la barre des 80 000. Et alors, c'est ce que j'ai dit. Quelles sont les causes alors voilà. Alors, les causes, elles sont très simples. Vous avez d'une part le fait que le fait maison, comme nous l'avons, maître restaurateur, on est à 90% fait maison. On n'a pas communiqué assez. Les maîtres restaurateurs, c'est un titre d'État. Ce titre d'État qui existe depuis 2007. On n'a pas fait l'effort de communication. On a fait par exemple un effort de communication l'anti-tabac, le tabagisme. On a fait un effort de communication sur la prévention routière. Or, on sait que la malbouffe entraîne 84 000 morts par an. Elle coûte très cher à la puissance publique, 160 000 cancers. Et de l'autre côté, vous avez une restauration vertueuse qui est celle des maîtres restaurateurs. Mais il n'y a pas que nous, soyons clairs, qui appartient à l'État, c'est un titre d'État et c'est le seul, qui, elle, travaille avec l'agriculture française, qui travaille des produits sains, équilibrés et qui respecte la restauration traditionnelle, qui respecte un équilibre alimentaire et qui fait, je dirais, une restauration durable et raisonnable. Eh bien, on a laissé la malbouffe avancer. Alors effectivement, il y a des raisons économiques, l'emploi, on va nous dire que les fast-foods c'est beaucoup d'emplois, des emplois précaires, des emplois peu payés, on va nous dire plein de choses. Mais cela dit, il faut savoir ce qu'on veut. Si cette restauration traditionnelle appartient au patrimoine français, elle appartient à tous les Français, autant la sauver. Or, on a perdu une génération complète, ce qu'on appelle la génération Z. 70% de cette génération Z, les jeunes, ne connaissent pas les restaurants. Ils connaissent de la restauration le fait de se nourrir. Se nourrir dans les fast-food et autres. Voilà. Mais ils ont en fast-food ou autre. Si je comprends bien, Alain Fontaine, vous êtes en train de nous expliquer que cette restauration traditionnelle, qui quelquefois est un peu plus chère, mais pas forcément, il y a toujours moyen de manger pour pas cher, elle est celle qui préserve un patrimoine agricole, une qualité alimentaire, et que celle qui, au contraire, engendre un cauchemar des milliards d'euros pour la maladie, on peut les chiffrer à 125, des obèses, des diabètes, des cancers, qui coûtent cher. On cherche 45 milliards d'euros, là, d'économie dans le budget. On aurait une solution là-dessus. Donc, la restauration, que j'appelle même pas ça la restauration, la malbouffe industrielle, qui rend malade, qui coûte de l'argent à l'État, qui grève notre richesse, elle est soutenue quelque part, elle est tolérée, elle est acceptée, elle est portée, et celle qui au contraire se bat pour préserver des valeurs, une tradition, un patrimoine, des emplois, une qualité alimentaire et la santé, celle-là, elle est maltraitée. C'est inadmissible. Alors, c'est inadmissible. En même temps, il ne faut pas stigmatiser, même si c'est de la malbouffe, elle correspond à... Parce qu'elle s'est installée, donc on est dans une économie libre. Et donc, quand on veut mettre la TVA à 20%, c'est peut-être une erreur des sénateurs et autres. Je le dis franchement. Pourquoi ? Parce que c'est stigmatiser une restauration qui est faite pour les classes populaires et qui en ont besoin en crise de pouvoir d'achat. Le groupe socialiste au Sénat a proposé que la restauration avec du fait maison soit ramenée à 5%. Ça, c'est la bonne idée. Voilà, ça c'était une bonne idée. C'est une très bonne idée. Pour celle qui fait de la bouffe normale. Ceux qui font l'effort d'avoir du fait maison transformé sur place auraient une TVA réduite à 5,5. Et Olivia Grégoire, l'ancienne ministre députée, parallèlement, fait une démarche pour qu'il y ait un enseignement alimentaire dans le cadre de milieu scolaire pour qu'on éduque le consommateur de demain à savoir manger. Alors ça, si vous voulez, l'idée de la députée Olivia Grégoire, ancienne ministre, donc elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle était ministre, elle était en tutelle de la restauration, c'est une excellente idée. Effectivement, il faut renverser la vapeur, on renverse la vapeur à l'école. Et je crois que de ce côté-là... Le projet des classes du goût. Il faut apprendre aux enfants à bien manger, à mieux manger. Mais attention, à l'école, c'est ce que 144 repas. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut un cours. Voilà. C'est aussi j'allais dire. Il faut un cours de cuisine. Il faut un cours de cuisine pour que les jeunes apprennent à bien manger. Et puis après, il faut pas stigmatiser une restauration malbouffe et tout ça. Il faut
aider les restaurateurs, les maîtres restaurateurs. Vous, je comprends que vous ne fassiez pas. Moi, je la dénonce parce qu'elle coûte cher et qu'elle fait du mal. Elle coûte très cher. Mais les maîtres restaurateurs, nous, on investit beaucoup d'argent pour faire 90% de faits maison. On investit de l'argent dans quoi? Dans du personnel, dans la pertinence du geste. Entre un cuisinier d'un fast-food, qu'on ne peut pas appeler un cuisinier, et un cuisinier dans un restaurant maître restaurateur. Vous formez du métier. On a 1500 euros d'écart. Et vous soutenez l'agriculture française. C'est vous le débouché de la culture française. Maude. Alain Fontaine, vous parlez du savoir-manger, de la question du savoir-manger qui est essentielle, mais il y a le pouvoir-manger, et quand on parle de la génération Z qui se nourrit mal, alors ça c'est vrai, il y a une question de moyens. Quand on parle vraiment d'accéder au restaurant, je ne parle pas seulement des courses et de la malbouffe qu'on peut s'acheter au supermarché, mais qu'est-ce que vous dites à cette génération qui vous répond, on n'a pas les moyens d'aller au restaurant? Il faut bien qu'ils regardent. Ils ont des réseaux sociaux, ils sont sur leur smartphone tout le temps, ou leur iPhone, je ne sais pas. Ils ont de l'info. Les maîtres restaurateurs, par exemple, les maîtres restaurateurs à l'Assemblée nationale comme au Sénat, des gens ont fait croire que c'était l'élite de la restauration. Pas du tout. Ça va de l'auberge à 15 € le plat du jour, même des fois à 10 €, jusqu'effectivement aux 3 étoiles. Un petit trophée parisien même. Chez moi, sans faire la publicité, du tout. Et je veux pas qu'on rappelle le nom de mon restaurant, parce que je viens comme président. Mais chez moi, on mange dans mon restaurant le plat du jour avec le verre de vin et le café, au bar, assis, je dis bien assis, à 16 €. Donc il faut maison. C'est le prix d'un menu best-of, chez McDo, voilà quoi. L'œuf mayonnaise, sur le bord du zinc, c'est 1 €. Faut arrêter de stigmatiser, par exemple, les maîtres restaurateurs comme une restauration d'élite. C'est pas vrai. On peut faire très bon pour pas cher. Mais par contre, il faut nous aider. Il faut nous aider sur 2 sujets. La TVA. Effectivement, il faut que la TVA soit à 5,5 pour les maîtres restaurateurs. Ça, c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on est les seuls. On peut être mesuré, on peut être quantifié, puisque on a un décret préfectoral. Donc, si on joue pas le jeu, ça se voit tout de suite. Et on est contrôlé par la DGCCRF et les DDPP. Et demain, sur un TVA 5,5, on aura un triple contrôle. La fiscalité. Et puis après, il faut nous aider sur les charges sociales. Je vais vous expliquer un exemple très vite. La restauration dont parle Perico, et je veux pas en parler, je veux pas la stigmatiser. C'est entre 20 et 25% de charges. Nous, les maîtres restaurateurs, on est entre 40 et 50% de charges. La malbouffe, c'est 50% de charges. La malbouffe, c'est 25%. Voilà. Excusez-moi, je résume. Voilà. Pour développer 1 million d'euros, il va me falloir à peu près 10 personnes. Pour développer 1 million d'euros pour d'autres restaurations, il va falloir 4 à 5 personnes. C'est juste la différence. Donc, et nous, effectivement, et là, je rejoins Perico, et c'est bien de le dire, mais je le répète, c'est effectivement qu'on fait travailler l'agriculture française parce que c'est dans l'obligation. On est derrière la souveraineté alimentaire, mais on est aussi un sujet de santé publique. C'est-à-dire que quand les gens mangent chez nous, ils n'ont pas éliminé 2, 3 heures ou 10 heures de leur vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et rappelez-vous qu'en mangeant bien, les Français aujourd'hui ont des centenaires, et dans quelques années, ils ont des super centenaires. Je ne suis pas sûr qu'on tienne la courbe avec cette génération. On fait du bien à notre économie, à notre agriculture, à notre société, à nous-mêmes. Alain Fontaine, je vous réinvite bientôt. On prendra 1 heure à faire un point complet sur la situation de la restauration française, qui reste le patrimoine de la France, qui fait venir 100 millions d'étrangers chaque année. Respectons aussi ces gens-là. Merci pour ce que vous faites, et à très bientôt. Merci. Allez, vous restez bien avec nous. Dans un instant, nous serons en direct avec Christine Bouillot, qui nous parlera depuis l'Ardèche pour nous parler de ces troupeaux qu'on abat à cause des innombrables cas de dermatose nodulaire contagieuse. Vous en avez sans doute entendu parler. Puis on parlera du livre exceptionnel de Nicolas Sarkozy, n'est-ce pas? Des mises déchues, bref, plein de sujets pour vous faire réagir. 0826 300 300. À tout de suite. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Après l'abattage d'un troupeau de vaches dans le Doubs mardi dernier, c'est cette fois en Ariège et pas en Ardèche qu'un cas de dermatose nodulaire contagieuse a été détecté. De nombreux agriculteurs sont mobilisés aujourd'hui autour du petit village des Bordes-sur-Rarize pour empêcher l'abattage du cheptel de 200 vaches. Et notre journaliste Christine Bouillot est sur place en direct. Bonjour Christine. Bonjour Maud, bonjour à tous. Bonjour Christine Bouillot, merci de nous répondre. Vous êtes vraiment sur le terrain, là vous êtes dans la vallée de la Lez, dans le parc naturel ariégeois, Ariège-Pyrénées. C'est une très très belle région, c'est le Condé de Foix, il y a des élevages traditionnels avec une race locale qui s'appelle la Casta. Là vous êtes auprès d'éleveurs qui sont aux abois, là ou non?
Alors effectivement, la situation, elle s'est tendue dans la nuit, puisque hier soir la préfecture donc a confirmé une suspicion de cas de DNC, cette dermatose noculaire qui touche le cheptel français actuellement du côté des bovins, dans une ferme totalement reculée de 208 vaches. Et donc la consigne en général, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. C'est donc l'abattage complet du troupeau qui se profile pour ce couple d'éleveurs qui n'a rien d'autre. Et donc du coup, tous les agriculteurs du département, emmenés par la coordination rurale, ont pris la décision dans la nuit, de venir bloquer tous les accès, absolument tous les accès avec des tracteurs, en mettant des branches, des troncs d'arbres, des ballots de paille, tous les accès à cette ferme pour empêcher donc l'intervention des services vétérinaires, souvent aidés bien sûr par les forces de l'ordre, pour venir récupérer l'ensemble du cheptel et abattre l'ensemble du troupeau. Alors une réunion de crise se tient en ce moment autour du préfet dans l'espoir de trouver une solution, mais la plupart des éleveurs, et ils sont venus d'ailleurs de tous les départements d'Occitanie, j'en ai rencontré qui sont venus de Montpellier, des Pyrénées-Orientales, il y en a qui sont venus même des Landes, il y en a qui sont arrivés même du Pays Basque pour venir porter main forte à leurs collègues. Ils ont dit on ne bougera pas d'ici tant qu'on n'aura pas une réponse satisfaisante, puisque pour eux, pour beaucoup d'éleveurs aujourd'hui, la solution d'abattre l'intégralité d'un troupeau quand un cas est détecté ne correspond plus à rien. Alors c'est le sacro-saint principe de précaution. Je vous signale que je rappelle qu'au Pays Basque en 2015 et 2016, la population s'était jointe aux éleveurs pour empêcher l'abattage des canards gras pour produire du foie gras, et que le ministre à l'époque Stéphane Le Foll avait accepté. Est-ce qu'on ne pourrait pas, Christine Bouillot, en plus cet élevage il est très isolé, on sait que ce n'est pas contagieux pour l'être humain, pour la personne humaine, est-ce qu'on peut pas abattre un animal et voir celui qui est touché, contaminé, voir ensuite si le reste du troupeau est touchable? Pourquoi le principe de précaution exige immédiatement, sans aucune autre mesure, l'abattage immédiat du troupeau? Alors c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. En fait, il y a deux issues à cette crise qui s'étend. C'est que jusqu'à présent, la doctrine de l'État, c'était donc de dire il y a des zones qui sont contaminées, donc le transport d'animaux, dès qu'il y a un troupeau qui est touché, on abat tout le monde et le transport d'animaux est interdit. On s'aperçoit, puisque nous sommes ici dans une zone qui n'est pas une zone qui était contaminée jusqu'à présent, zone de montagne. On explique aussi qu'avec les températures, ce sont des départements comme le Doubs, où normalement le moustique, l'insecte qui propage la maladie, ne devrait pas survivre aux températures hivernales. Donc c'est pas le cas aujourd'hui. Donc il se passe une propagation malgré tout du virus. Pour quelles raisons? Ça, ce seront effectivement aux vétérinaires de le déterminer. Donc aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs demandent un changement, on va dire, de doctrine. C'est soit on met en quarantaine et on abat les bêtes malades, on vérifie si d'autres bêtes sont malades dans le troupeau, soit on vaccine tout le monde. Ce qui serait le bon sens. Voilà, le vaccin arrive, mais le temps de vacciner tout le monde, effectivement, ça prendra un certain temps. Ça prendra un certain temps. Donc la balle est dans le camp de la ministre. Ici, ils l'attendent de Annie Genevard qui s'interroge sur la méthode à mettre sur pied aujourd'hui. Elle n'a pas bougé pour l'instant sur ce principe d'abattage systématique des troupeaux. Ils ont peur de Bruxelles, paraît-il. C'est ce qu'on vous dit à chaque fois. Et ils ont peur de Bruxelles, ils ont aussi peur peut-être de la montée de la colère des campagnes. Souvenez-vous, c'était l'année dernière. Dans l'autre sens, il ne faut pas grand-chose aujourd'hui pour que ça reparte. Là, la gendarmerie donc vient de faire un survol en hélicoptère pour regarder un tout petit peu comment les choses se passent. Ce que je peux vous dire, c'est que tout est prêt pour tenir un vrai campement, le barbecue, le ravitaillement alimentaire. Donc ils sont pas prêts de bouger. Ils attendent donc la sortie de cette réunion avec le préfet pour voir ce qu'il en est. C'est sûr que on peut dire l'éleveur, si son troupeau est abattu, il sera indemnisé. Oui, mais on a beaucoup de mal aujourd'hui à retrouver les cheptels. On manque d'animaux en France. On manque d'animaux en France en plus. Et surtout, ça vient se percuter, Périgaud, je terminerai juste là-dessus, avec le Mercosur, où les agriculteurs entendent qu'on va faire entrer de la viande étrangère, alors qu'on n'arrive pas à protéger celle qui est produite aujourd'hui en France dans des conditions... Enfin, il suffit de la carte postale que j'ai autour de moi, l'élevage intensif ici est impossible. Voilà. Christine, vous dites surtout à ces éleveurs qu'on est tout cœur avec eux. Sud Radio, évidemment, on est à l'écoute et vous êtes là sur le terrain. Et bien entendu, on suit cette information de très près, en totale solidarité avec eux. Merci Christine Bouillon, en direct de Bordes-sur-Aziz, en Ariège. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Le primo-délinquant mineur sera soumis, disons les mots, à une discipline stricte. 2 cas d'enfants battus en quelques jours et dans des circonstances différentes, mais de quoi s'interroger sur la politique de protection de l'enfance, Perico. Oui, Maud, c'est pas un phénomène national qui est en train de se produire. Malgré tout, on a deux terribles anecdotes.
deux faits divers. C'est pas des anecdotes, c'est des faits divers. Dans un TGV, il y a quelques jours, une maman de 42 ans a battu son petit garçon en lui tapant la tête contre la paroi, contre le siège arrière, parce qu'il avait renversé sa boisson. Indignés, les autres passagers, voyant la scène de violence inouïe d'une mère avec son petit garçon, ont fait le 31 117. Ils ont prévenu les autorités. Du coup, voilà, la maman a été arrêtée à la gare de Marne-la-Vallée-Chessy, mise en garde à vue. Elle a un stage de responsabilité parentale et le petit garçon a été mis quelque temps en foyer de sécurité pour qu'il ne soit pas sous les mains de cette maman d'une violence incroyable. Et puis l'autre cas, c'est un petit garçon de 8 ans, Elliot, qui a été tondu dans un foyer parisien. Alors bon, il y a une polémique, il va y avoir une enquête bien entendu des services. Les éducateurs ont tout de suite été remplacés. On a une vidéo qui montre l'éducatrice qui est en train de tromper l'enfant, qui lui dit tu verras, t'auras une tête nouvelle et autres. Alors à un moment donné, il a été question qu'il ait eu des poux, d'autres disent non, c'était une sanction. Enfin, toujours est-il que voilà, ces deux cas nous révèlent que cette violence qui gagne la société sous toutes ses formes, aujourd'hui ce sont aussi les enfants qui en sont victimes publiquement. Il y a de quoi s'interroger. Mais vous fumez, monsieur? Nicolas Sarkozy défraie la chronique depuis l'annonce de la parution de son livre Journal d'un prisonnier, mais les quelques extraits parus dans la presse hier n'annoncent pas non plus l'œuvre de l'année, Perico. Oui, je me suis même un peu plongé dans l'ouvrage, donc Journal d'un prisonnier. On avait signalé d'ailleurs l'écriture, en quelle rapidité il avait eu pour écrire ce livre en quelques jours. L'éditeur avait fait montrer fait un miracle. C'est un petit peu oui en prison. Il a dit que c'était pas le Club Med. Évidemment, il se plaint de son lit qui est très dur, de la douche qui coule pas beaucoup. Alors, comme il est dans une cellule, je crois, pour personnes en situation de handicap, le miroir est bas, donc il était obligé de se baisser pour se raser ou pour se peigner. Il y a du bruit, on l'avait entendu. La salle de sport est minuscule, et puis voilà, les conditions de détention sont celles d'une prison. Je crois qu'il était à la santé. Alors, extraordinaire dans le bouquin, il fait allusion à l'affaire Dreyfus. Il dit Dreyfus fut emprisonné à la prison de la Santé, un endroit que je connais bien désormais, car je n'ai pas été relégué à l'île du Diable dans la lointaine Guyane. Sur ce point, j'ai eu bien davantage de chance que lui. Enfin, tout de même, c'est hallucinant. C'est incomparable. Il se compare à Dreyfus. Bon, là, c'est son droit. Le président découvre ce qu'est le milieu carcéral. Il flingue son avocat, vous savez, Thierry Herzog, celui pour lequel l'affaire Paul Bismuth, il avait pris ce pseudonyme, accusé de ne pas avoir été à la hauteur et de l'avoir aveuglé sur ses capacités, la capacité du cabinet d'avocats à traiter le dossier. Donc évidemment, comme il n'avait pas les moyens, il nous a envoyé dans le mur, explique Sarkozy, il en est furieux. Alors il engueule au passage Éric Dupond-Moretti. Voilà, peut-être à la rigueur, ça on peut comprendre. Voilà. Mais flinguer son avocat Thierry Herzog, qui est un ami qui quasiment mis son cabinet d'avocat en danger, et la carrière de cet avocat est bien sûr très abîmée. Le flinguer comme ça dans un livre, je trouve ça totalement déplacé. Donc et surtout, nous ne savons pas si Nicolas Sarkozy, si la confirmation de sa condamnation ne va pas le renvoyer en prison. Ça, ce n'est pas notre affaire, mais enfin qu'il sache que cette situation de détention. On aura le tome 2. On aura le tome 2. En tout cas, ça lui donnera l'occasion d'écrire, parce qu'il écrit à une vitesse et une rapidité. Ça, c'est assez impressionnant. Alors, c'était Miss Aquitaine. Oui, je vais vous les donner. Physiquement intelligente, comme on dit, mais pas très fine sur ce coup. Miss Provence et Miss Aquitaine ont été déchues par la direction du concours de beauté pour des propos tenus lors de la finale de Miss France samedi, alors que les deux jeunes femmes venaient d'apprendre qu'elles ne faisaient pas partie du top 12 des candidates et étaient de facto éliminées. Elles ont diffusé une vidéo sur Snapchat dans laquelle elles disent ceci. Désolée, mais qu'est-ce que c'est que ce top 12 ? Je vais pas faire ma rageuse. C'est quoi ce top 12 ? Allô la terre. Des grosses. Ouais. Voilà. Pas tout le temps, mais beaucoup. Voilà, pas hyper audible, mais elles qualifient leurs concurrentes sélectionnées de grosses putes. Voilà, le lendemain, Brigitte Macron traitait des féministes de sales connes. Ça doit être ça finalement l'esprit de Noël, Perico. Bon, on en discutera avec Chloé Morin justement, qui viendra parler de sa vision du féminisme. Entre 13h et 14h, voilà. Bon, dites-moi, on peut un petit peu se détendre maintenant ? On va se détendre. Le sapin de Noël Sud Radio. C'est Noël, Perico. C'est pas encore Noël, mais nous, on vous le prépare. Voilà. Alors, la France dans tous ses états, qui est très généreuse, offre à nos auditeurs et à nos auditrices de Sud Radio, s'ils gagnent
2 forfaits de ski pour la station Péragude. Qu'est-ce que c'est que Péragude? C'est dans les Pyrénées. C'est la station de ski des départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne, avec un domaine skiable de 51 pistes. Là, vous allez pouvoir glisser. C'est la glisse, luge, enfin, puis ensuite. Alors, je sais pas s'il y a de la raclette dans les Pyrénées et autres. Je demanderai à Julien Delmas, qui est de là-bas, ce qu'on a comme spécialité culinaire. Mais en tout cas, c'est passé un bon moment. En tout cas, il y a de la neige, le plus important. Et donc, vous envoyez sapin par SMS au 720 18, 720 18. Et puis, en fin d'émission, on verra qui est l'heureuse ou l'heureux gagnant, celui qui ira glisser avec sur les tire-fesses dans la station des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne à Péragude. Allez, vous restez bien avec nous. Les véhicules thermiques bientôt interdits à la vente. On en parle dans un instant avec le député Éric Michou sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. C'est une surprise et une aberration pour beaucoup. Le Parlement européen a voté l'interdiction de la vente des voitures diesel ou essence à partir de 2035. Il faut savoir que 81% des véhicules en circulation sont des motorisations diesel ou essence, bien sûr. Et les industriels automobiles ne sont évidemment pas prêts à répondre à la demande de véhicules électriques. En France, le député de Saône-et-Loire, Éric Michou, entend lutter contre cette interdiction. Il est notre invité. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour Éric Michou, député d'un très beau territoire dans la Saône-et-Loire. Il y a un peu de Morvan et puis il y a la Bresse aussi, forcément. Vous connaissez? Je connais bien. Éric Michou, c'est pas pour parler poulet de Bresse qu'on vous reçoit aujourd'hui, mais pour parler de ce serpent de mer qui est le moteur électrique ou le moteur thermique. On a vu que l'Union européenne, comme un seul homme, décrète à partir de 2035 c'est terminé, plus de moteur thermique. Puis ensuite on revient en arrière. On a l'impression qu'aujourd'hui les élites politiques et les gouvernants prennent des décisions sans avoir consulté le dossier, sans avoir examiné l'avenir et sans avoir vu quelles sont les conséquences de telle décision ou telle autre. C'est inconséquent tout ça. C'est catastrophique. En fait, la seule décision, la seule orientation est purement dogmatique. On est dans le Green Deal, où là, le but, c'est soi-disant de décarboner. Alors, il va y avoir un îlot sur la planète de pays, dont la France est tête de gondole là-dessus, qui va soi-disant décarboner avec des voitures, grâce aux voitures électriques. Ok, on va décarboner, sauf que l'ensemble du monde ne décarbone pas, puisqu'il y a une augmentation depuis des années, ça continue, de la consommation des carburants qu'on dit fossiles. Donc on va décarboner, pour ça on passe par l'industrie automobile. L'industrie automobile encore, on pourrait dire, les voitures électriques sont fabriquées en France, sont fabriquées en Europe. Alors même pas du tout, ces voitures-là, elles sont importées de Chine. Alors des voitures complètement importées de Chine, avec de l'électricité qui est fabriquée avec des panneaux photovoltaïques qui viennent de Chine, avec des éoliennes qui viennent de Chine, avec des onduleurs pour faire fonctionner qui viennent de Chine. Donc là, c'est le grand remplacement chinois. Votre inventaire est un bonheur, monsieur le député. Comment? Votre inventaire est un bonheur, là, quand on voit... continuer, parce que toute l'électronique est chinoise. Il y a un vrai problème de souveraineté industrielle, souveraineté économique, j'y verrai tout à l'heure, parce que si on cherche des impôts et des taxes, quand on vend plus de voitures, eh ben on ne reçoit plus de TVA. Donc si aujourd'hui on a perdu de la TVA, il paraît que le gouvernement a perdu 10 milliards de TVA. Bon, c'est peut-être dans les voitures qu'on ne vend plus, par exemple, entre autres. Mais ceci étant, c'est grave. Pourquoi? Parce que si l'industrie automobile, elle tombe, c'est toute l'industrie qui tombe. Pourquoi? Parce qu'elle est, on va dire, la colonne vertébrale de l'industrie. C'est-à-dire que la voiture est le premier consommateur. C'est le fleuron de l'industrie. C'est le fleuron. Mais s'il n'y a plus de voiture, il n'y a plus d'industrie sidérurgique. Voilà. Et s'il n'y a plus d'industrie sidérurgique, eh ben, il n'y a plus d'acier pour les canons, il n'y a plus d'acier pour, on va dire, les charpentes métalliques. Éric Michou. Et ça, on le retrouve partout. Éric Michou, la désindustrialisation de la France n'est pas nouvelle. C'est aujourd'hui au cœur du débat politique parce que vous avez des partis politiques qui se rendent compte qu'on est allé trop loin et trop vite et que c'est une source de pauvreté et que c'est une forte industrie qui vous donne un pouvoir d'achat et des cotisants pour les retraites. Tout est lié, vous avez parfaitement raison. Revenons un peu à la jeunesse. Qui a eu l'idée géniale, c'est venu de quel mouvement politique, de dire, allez, on fixe une date, 2035, plus de moteur thermique. Qui a eu cette idée géniale? C'est les écolos et les gauchistes, aidés par Macron et par l'impératrice, évidemment. Ils ont voulu faire plus blanc que blanc, être plus extraordinaire que tout le monde. Il n'y aura plus du tout de pollution, qui est une ânerie absolue, puisqu'aujourd'hui, les voitures
électrique, si on regarde l'impact carboné, l'impact de la pollution sur le cycle complet de la voiture, c'est-à-dire depuis sa construction, les terres rares, les PFAS, le déplacement, tout ça, ça va consommer plus de carbone que ce que c'était pas avant, et c'est rien d'écologique du tout. Il y a d'ailleurs quelque chose qui est en train de se passer à Paris, c'est que tous ces gros 4x4 avec des gros pneus, ils sont en train de créer une pollution aux microparticules de caoutchouc qui est bien plus cancérigène que quoi que ce soit. Bien sûr. Donc on est parti dans un truc sans savoir où on va, mais avec la trompette, on continue à y aller, on va tout foutre par terre. Les Allemands sont en train d'arrêter, les Italiens sont en train d'arrêter. Ben, les Allemands, Eric Michaud, les Allemands ont déjà arrêté les ZFE surtout. Vous savez, c'est eux qui ont donné le signal. Donc tout le monde se met à la ZFE et ensuite ils disent « Ah ben non, nous finalement on n'en veut plus ». Eh ben oui, mais nous, alors on a peut-être arrêté, mais c'est pas encore complètement terminé. Non, mais là, on vit complètement dans un autre monde, parce que est-ce qu'il y a seulement une personne qui s'est posé la question de toutes ces batteries qui viennent de Chine, qu'on empile par milliers et dizaines de milliers tous les mois, au fur et à mesure des années, ça va en faire des batteries, avec des terres rares, avec des produits polluants extraordinaires. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces millions de batteries et ces tas de batteries? Je sais même pas si quelqu'un s'est posé la question de la gestion de ce patrimoine. Si, on pourrait. C'est comme le traitement de l'uranium. Vous savez, on avait une avance en France. On a tout tué, on a tout cassé. On l'a perdu une avance gigantesque. Là, on aurait pu inventer une technologie de retraitement des batteries. On n'y a pas pensé parce qu'on a pensé qu'on allait les envoyer à la poubelle. Est-ce que pour autant, Éric Michaud, il y a une solution industrielle envisageable? Ça va pas se faire tout de suite parce qu'on a pris beaucoup de retard. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a accepté d'acheter des moteurs électriques chinois parce que les Allemands avaient besoin de vendre des voitures à la Chine, on est d'accord? Ou autre chose? Un peu cette amende, mais en fait, la solution maintenant, c'est quand même, on fait le constat, il est catastrophique, financièrement, humainement, industriellement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, l'arrêt total de la fabrication des voitures thermiques est une ânerie, puisqu'en fait, il se continuera à se vendre des voitures thermiques dans le monde entier, aux États-Unis, en Chine, en Amérique du Sud, en Afrique. Donc on va être un îlot. Donc il faut aujourd'hui dire 2035, c'est une hérésie. On peut quand même continuer partiellement les voitures électriques parce que ça peut résoudre des problèmes par endroit, mais il faut continuer les voitures thermiques. Continuer comment? Grâce par exemple au carburant de synthèse qui continue à être développé en Allemagne, aux États-Unis, en Chine. C'est-à-dire que quand on aura mis tout à plat notre industrie automobile conventionnelle, eh ben, ils vont revenir avec leurs voitures thermiques et des carburants de synthèse, alors qu'on sait faire des carburants de synthèse. Donc, il y a les carburants de synthèse. Et puis, d'autre part, il y a une protection à avoir sur l'Europe et sur la France en particulier, sur toutes les pièces qui vont venir de Chine et qui vont alimenter nos usines en Europe pour monter des voitures électriques. Parce que là, c'est le cheval de Troie. Ils vont amener leurs pièces chinoises chez nous, l'électronique, les batteries, et nous, on va tout monter ça, et on va faire une petite carcasse verte, écolo, ça va faire bien, qu'on va appeler voiture européenne. Mais en fait, ça sera un maquillage. Je pense que réellement, on va devant quelque chose de dramatique si aujourd'hui, il n'y a pas une décision forte qui est prise de dire on n'arrêtera pas les voitures thermiques, on va se développer vers les e-fuels ou différents types de carburants, et on va continuer à faire vivre notre industrie, et puis en même temps, interdire ou réglementer l'arrivée des pièces chinoises. On a parlé des vêtements de Chine, des lunettes et maintenant des pièces de rechange, puisque les pièces d'occasion qui sont montées sur les voitures en deuxième monte, 80% viennent de Chine. Éric Michaud, vous n'êtes pas les seuls en France, les députés UDR, à constater cette gabegie. Est-ce que dans le reste de l'Union européenne, il y a des mouvements, il y a des partis politiques, y compris au Parlement européen, qui ont pris conscience de cet enjeu, qui se mobilisent pour essayer de repenser un peu cette production industrielle, cette production automobile? Bien évidemment, on se mobilise, ça se mobilise à l'Europe, en France, ce sont essentiellement les partis souverainistes, puisqu'on perd une souveraineté industrielle, une souveraineté économique et financière, mais en plus une souveraineté sur la capacité que nous aurons à piloter nos véhicules. Je m'explique. Les voitures vont être électriques. Elles peuvent être pilotées à distance par des systèmes électroniques. Et vous avez d'ailleurs un scandale, je crois que c'est au Danemark, avec les bus électriques qui viennent de Chine, où les bus ont été arrêtés par les Chinois. C'est-à-dire, imaginez seulement, on va pas faire de la conspiration, mais que toutes les voitures, une grande partie soient électriques, et puissent être pilotées de très loin. On peut très bien arrêter un parc automobile, ou de la même manière le mettre en difficulté. Souveraineté industrielle, souveraineté économique, et souveraineté de défense même, de défense. Alors à ce moment-là, les industriels français, les grandes maisons, Stellantis, Renault et d'autres,
eux, de leur côté, est-ce qu'ils se mobilisent? Est-ce qu'ils ont trouvé une solution? Est-ce qu'ils envisagent de repenser leur production automobile de façon à redonner... On est d'accord que jamais les moteurs thermiques n'ont été aussi peu polluants. Aujourd'hui, il y a des progrès énormes qui ont été faits. Est-ce qu'il y a moyen de repenser? Est-ce que, par exemple, le moteur à hydrogène est une option qu'on pourrait envisager? Le moteur à hydrogène est une option. Il faut reconnaître que l'hydrogène est quand même difficile. C'est un produit qui peut être parfois difficile à utiliser parce qu'il a une particularité, c'est qu'il s'infiltre absolument partout. La molécule d'hydrogène est tellement fine qu'elle est difficile à tenir. Mais il y a tellement d'autres solutions à travers des carburants, on va dire, agricoles ou des carburants de synthèse, parce que les carburants de synthèse sont construits essentiellement avec de l'électricité. C'est l'électricité qu'on est capable de produire qui fait qu'on peut faire du carburant de synthèse. Et la force de la France, c'est sa capacité à produire de l'électricité, ne serait-ce qu'avec ses centrales nucléaires. Donc aujourd'hui, les industriels sont vent debout, Stellantis en particulier, Renault d'une autre manière, mais il faut aujourd'hui donner de la souplesse et dire 2035 ne sera pas une date butoir. Il faut continuer à laisser vivre les voitures thermiques, aller vers les carburants de synthèse, les rendre moins polluantes. Et puis en même temps, aujourd'hui, il y a un problème tout simple, c'est que personne ne peut s'acheter une voiture électrique, enfin, en tout cas pas dans les territoires ruraux que je défends, à 40, 50, 70 000 euros. C'est pas possible. Merci Éric Michaud pour votre témoignage, et on reste évidemment très vigilant sur cet enjeu de l'industrie automobile et de l'importation des moteurs électriques de Chine. À très bientôt. Le féminisme à l'épreuve du néo-féminisme. On en parle dans un instant avec notre invité Chloé Morin, auteure de Désaligné aux éditions de l'Observatoire. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Alors nous ne sommes pas avec Mylène Farmer, mais quelque part il y a un peu de Mylène Farmer dans Chloé Morin. Où est-ce qu'il y aura du Chloé Morin dans Mylène Farmer? Très belle chanson. Donc je reçois Chloé Morin, qui est elle est beaucoup de choses. Chloé Morin, c'est une essayiste, c'est une observatrice. C'est une femme qui a eu de l'engagement politique. Elle connaît bien elle est très très jeune. Elle en sait déjà beaucoup, et elle a produit aux éditions de l'Observatoire Désaligné. Masculinisme, polarisation du débat, dissolution du commun, lâcheté du politique, 2 points, comment le féminisme peut guérir les dérives de notre époque. Merci d'être venu, Chloé Morin, leur mission est terminée. Voilà, tout est dit. Non, mais c'est une une qui résume parfaitement. C'est vrai d'avoir une une aussi longue, mais bon, vous pointez. Votre ouvrage est un document à lire absolument, j'allais dire, non seulement par tout le monde, par ceux qui nous gouvernent, par ceux qui n'ont pas d'espoir, par les femmes, par les hommes, et vous plantez, je veux dire, le décor d'une nouvelle sociologie, d'une nouvelle réflexion politique, de A à Z, avec à chaque fois, vous avez des chapitres qui posent le problème, et puis vous avez fragment de survie politique numéro 2, numéro 3, vous apportez des solutions. Jean-François Kahn, mon maître, me disait, tu ne fais pas de critique sans apporter une solution. S'il n'y en a pas, c'est que le problème est mal posé. Donc, vous ne parlez pas que du féminisme, on ne va pas parler dans cette émission que de Désaligné. On va aussi parler de vos autres ouvrages parce qu'il y a une vision globale. Alors, Désaligné, on a entendu la chanson de Mylène Farmer. Désaligné, alors les non-alignés, vous vous souvenez, c'était les pays dans les années 50-60, avec Nasser, Nehru, ces pays qui ne voulaient pas tomber justement dans le conflit Russie-Amérique, URSS-Amérique, qui avait voulu faire une 3e voie, Désaligné. Ou alors, est-ce que c'est un non-alignement sur les dogmes actuels, ce que vous voulez prôner, ou est-ce que vous êtes dans le désenchantement d'une femme qui a eu beaucoup d'espoir, qui a eu même de l'espérance, et qui aujourd'hui, au constat du réel, est un petit peu inquiète, un petit peu sur sa fin? Oui, il y a un peu de tout ça. En fait, Désaligné, c'est effectivement un clin d'œil à Désenchanté. Désenchanté, c'est une chanson qui a incarné, qui a dit quelque chose pour une génération. On se souvient, c'était en 1991, donc c'est la désillusion face aux grandes promesses, notamment les promesses de Mitterrand. C'est 10 ans après l'arrivée de la gauche, voilà, pile 10 ans. 10 ans après l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et puis on était aussi dans la période, la chute du mur, voilà, c'était un basculement historique. Et toute une génération qui d'un seul coup s'est dit que peut-être que la politique n'avait plus rien à offrir. Et donc là aujourd'hui, j'ai voulu essayer de faire le même exercice, mais évidemment bon, pas dans une chanson, dans un livre, et d'essayer de décrire le moment aussi précisément que possible.
Et le moment, me semble-t-il, pour moi, mais pour beaucoup d'autres, c'est un moment de fatigue du clash, de la guerre de tranchées qui est devenue le débat politique. Oui. Et désaligner le sens premier, c'est ça, c'est de dire parfois, même tous les jours aujourd'hui, il y a des débats, des polémiques, et on nous demande de choisir son camp. Et parfois, on ne veut pas choisir son camp. Parfois, on a une nuance à apporter. Parfois, on a besoin de temps pour réfléchir. Parfois, on n'a tout simplement pas d'avis et c'est très bien ainsi. Et être sommé sans arrêt de choisir son camp dans des débats qui sont parfois extrêmement caricaturaux, c'est épuisant. Et ça donne le sentiment aux gens qui essayent de tenir à la raison, à la modération, au compromis, au dialogue, au temps long de la réflexion. Tous ces gens-là, en fait, sont en train de se décourager et de se dire peut-être que le débat public, c'est plus pour moi, peut-être que la politique est devenue trop polarisée, peut-être que tout va trop vite. Et c'est chez ces gens-là qu'on voit aussi ce qu'on appelle la fatigue informationnelle, qui est une fatigue pas seulement d'avoir des mauvaises nouvelles tous les jours en allumant la radio, mais la fatigue d'être saturé d'informations, de notifications sur notre téléphone portable, de voir des choses comme ça sur les réseaux sociaux qui passent, qui tournent toujours plus vite, et un monde qui nous semble de plus en plus étranger. Donc désaligner, c'est aussi, en fait, le fait de se sentir un peu dépassé par notre époque, et par la manière dont les réseaux sociaux, les plateformes, de plus en plus structurent le débat public. Alors, vous apportez des nouveaux concepts, vous émettez des idées dans une analyse très subtile et on peut dire complexe. C'est un ouvrage intellectuel mais parfaitement lisible. D'abord, vous écrivez très bien. Je me rends compte que ça facilite la compréhension de certains concepts un peu difficiles. Mais vous réintroduisez une notion de féminisme. Ça va être l'objet de notre échange. Quelque part, la formule aujourd'hui, c'est qu'on a tout essayé. Et donc, on va aller peut-être vers des partis extrêmes. Et là, vous dites, on a essayé un féminisme qui est peut-être pas le bon, parce qu'il est parti de notions qui n'est peut-être pas conformes au réel. Est-ce qu'on peut repenser un féminisme le féminisme... ce que le féminisme pourrait sauver, oui. ou alors, est-ce que ce que notre époque doit au féminisme, vous êtes entre ces deux concepts, mais vous pensez qu'aujourd'hui, la vision de la femme, est-ce que la femme serait plus sensible et attentive au réel que l'homme, finalement? Alors, je veux pas essentialiser, je pense qu'il y a des hommes qui sont parfaitement féministes et qui ont une autre manière de gouverner, qui peuvent porter une autre manière de gouverner. Et des femmes aveugles aussi, bien sûr. Oui, voilà, et un autre leadership. Mais si on prend la question du leadership aujourd'hui, il y a une fatigue chez la plupart des gens, mais pas tous, parce qu'il y a aussi la tentation de la figure autoritaire et de l'homme providentiel, mais il y a une Vous dites, fatigue. Nous arrivons à la fin du leadership vertical, ceux qui ne l'avouent pas quand ils se plantent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, on a beaucoup d'exemples d'hommes qui ont gouverné de manière très verticale, sans jamais avouer aucun doute, en avouant jamais quand ils se sont trompés, en étant très peu dans la collégialité, très peu dans l'empathie et la bienveillance. Et je pense que le féminisme essaye de porter une vision du leadership qui est beaucoup plus dans l'horizontalité, la bienveillance et l'empathie, sans être bisounours, si vous voulez. Mais je pense que là-dessus, on a une mutation en cours et qu'il y a vraiment, au sein de la population française, mais même dans plein d'autres pays, une aspiration à changer la manière de gouverner profondément. Et pourquoi est-ce que je vais chercher le féminisme ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que pour beaucoup de gens autour de moi, quand on parle de féminisme aujourd'hui, il y a une crispation. Une crispation, pourquoi ? Parce que pour eux, le féminisme aujourd'hui, c'est une version du féminisme qui est la version performative et radicale que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Donc celle qui fait des happenings et qui choque pour faire avancer des idées. Cette version du féminisme, elle a toujours existé. Et c'est très bien. Moi, je critique pas. Je veux dire. Vous dites, Chloé Morin, vous parlez de l'émancipation féminine prise au piège des plateformes. Alors, j'ai voulu écrire pour pointer le piège, dire que le féminisme mérite une autre horizon. C'est ça. C'est-à-dire que si le féminisme se réduit à cette version-là, qui est en fait la version qui circule le mieux sur les réseaux sociaux, eh bien, nous laissons de côté des tas de gens qui peuvent très bien se reconnaître dans la vision féministe,
mais qui ne se reconnaîtront jamais dans la vision radicale du féminisme. C'est un féminisme humaniste, en fait. C'est pas un féminisme dogmatique, comme on a pu l'observer, le voir évoluer, qui a apporté aussi dans le débat ses richesses. Et voilà. Vous le repensez comme un humanisme. Et bon, est-ce que l'homme est l'avenir de la femme, l'homme avec un grand H, et non pas avec un petit H? C'est exactement ça, en fait. J'essaye juste de dire, aujourd'hui, le débat public se polarise. Il ne faut pas qu'on pense que le féminisme, c'est uniquement une radicalité. De la même manière que la gauche, ça n'est pas juste la gauche la plus radicale. Et il y a cet éternel procès entre les gauches, et donc la gauche radicale dit que la social-démocratie est tiède et que ça n'est pas vraiment la gauche. Ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est que la social-démocratie et le féminisme universaliste ont du mal à exister sur la scène publique et à faire valoir leur point de vue, parce que justement, en fait, je ne hurle pas, je ne jette pas d'anathème, j'essaye de convaincre avec des arguments nuancé. Et je pense que cette parole-là, on en a vraiment besoin, parce que ce que j'observe dans l'opinion, et qu'on voit très bien aux États-Unis, et souvent les États-Unis sont un peu en avance sur nous, c'est le backlash masculiniste. C'est-à-dire qu'en fait, un désarroi, ça part d'un désarroi, souvent le désarroi des hommes, mais pas uniquement. J'y reviendrai. Et ce désarroi, cette perte de repères, cette perte de sens, eh bien, il y a un discours qui est le discours masculiniste qui arrive et qui lui donne un sens. Et qui dit, voilà, si vous vous sentez mal dans la société, si vous avez l'impression de ne plus avoir de place, c'est parce que on vous a volé votre place et que les femmes vous ont volé votre place. Et donc, ce discours-là masculiniste, c'est, pour le dire de manière très très simple, c'est une manière de transformer le désarroi des hommes en arme contre les femmes. Et ça a fait gagner Trump. Ça a participé à la victoire de Trump. Vous associez à ce phénomène-là la victoire de Trump? Oui, bien sûr. Bien sûr, on le voit dans les statistiques, dans les résultats électoraux. Il y a eu un surcroît d'hommes qui ont voté pour Donald Trump parce qu'ils avaient l'impression que c'était qu'il portait le retour face à Kamala Harris, ou indépendamment du fait que la candidate démocrate était une femme? Je pense que ça a participé aussi, bien sûr, que la candidate était une femme, évidemment. Mais aujourd'hui, en France, on va avoir ça pour 2027. On va avoir cette question-là. Et il faut que la parole féministe soit capable de regarder le fait qu'une partie de la population est aujourd'hui dans une forme de perte de repères et a des questions sur la place qu'on peut leur donner. C'est notamment le cas des jeunes hommes. Il faut regarder ce désarroi et ne pas le juger. Il ne faut pas le regarder et faire des leçons de morale en disant ce sont des arriérés, ils n'ont rien compris. Je pense que c'est vraiment... ce serait vraiment la manière de les enfermer dans le... On va poursuivre cet échange sur Sud Radio. Vous êtes sur Sud Radio et nous recevons Chloé Morin dans La France dans tous ses états. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Chloé Morin répondra à vos questions, que vous soyez homme ou femme, éclairé ou dans le doute. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre espace de liberté. Et comme toute mesure, bien sûr, je ferai reconnaître d'utilité générale Sud Radio, c'est évident. Vous pouvez dire n'importe quoi, on sera d'accord avec vous. Appelez le 0826 300 300, c'est votre ligne directe pour passer à l'antenne. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Chloé Morin, auteure de Désaligné, un ouvrage sur la façon de repenser le féminisme et de trouver son rôle et peut-être la solution pour l'humanité. Et heureusement qu'on a des femmes quand les hommes ont échoué, peut-être pour sauver ce qui reste de nos pauvres personnes. Maude Cofflet, vous avez une question de femme à poser à Chloé Morin. Chloé Morin, il y a des combats à mener, le machisme existe encore, on le sait, mais il y a des excès dans le sens inverse, et vous en parliez tout à l'heure à demi-mot, un militantisme radical. Elisabeth Badinter dénonce la pensée binaire des néo-féministes. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même, au bout d'un moment, pour parler franchement, qu'elles desservent la cause totalement, ces néo-féministes, avec un concentré, un petit peu de frustration qu'elles déclinent en revendications un peu triviales? On a l'impression que c'est une sorte d'exutoire, mais que finalement ce militantisme-là ne sert à rien à part à se faire détester et à dire il faut haïr les hommes. Alors, je pense que on a, si vous voulez, quand ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a toujours eu différents féminismes et différentes manières de militer. Et la manière de militer qui est très radicale a toujours existé. Et
Et elle a des conséquences qui sont parfois des conséquences non souhaitées, et parmi lesquelles, vous disiez à l'instant, de produire une crispation chez les hommes, mais pas uniquement chez les hommes. Et donc, mais ça c'est une conséquence, si vous voulez, qu'on peut pas leur reprocher, puisque ça n'est pas leur intention. Leur intention, c'est de déplacer ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire de déplacer ce qu'on peut dire et ce qu'on peut penser. Et donc, en fait, il y a des conquêtes qui sont liées à ce féminisme-là, parce que, de fait, en choquant, elles ont aidé à prendre conscience de certains sujets qu'auparavant on ne traitait pas et qu'on ne connaissait même pas. Mais moi, ce que je dis simplement, ça n'est pas que ce féminisme-là est un problème, puisqu'il a toujours existé. C'est plutôt que les autres féminismes n'arrivent plus à exister. Ouais. Et que du coup, beaucoup de gens se disent, bon, c'est ça le féminisme. Mais moi, j'en ai plein autour de moi, des gens qui disent, t'es sûr que tu veux écrire sur le féminisme? Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre. Bien sûr. Je me suis dit, ça c'est très clair. Toutes ces personnes à qui je parle tous les jours et qui sont pas des réactionnaires, qui sont pas masculinistes, mais il faut bien leur parler. Il faut bien qu'ils voient que le féminisme n'est pas contre eux. Et donc, voilà, moi, ce que j'essaye de porter, c'est ça. Et ce que je dis, c'est que dans l'architecture aujourd'hui du débat public, dont les règles sont imposées de plus en plus par les plateformes, c'est difficile de porter ce discours-là, parce que de fait, je fais pas de happening, je lance pas d'invectives, j'ai pas un féminisme spectaculaire. Alors vous faites allusion à un féminisme que vous aimez, qui est celui de la chanteuse Billie Eilish, et je raconte une anecdote. Vous êtes à un concert de Billie Eilish et vous envoyez un message à Emmanuel Macron, président de la République. En quoi voulez-vous l'interpeller par rapport à ce que vous vivez à ce moment-là? Alors, en fait, ça fait longtemps que je réfléchis, j'en parlais tout à l'heure, au leadership. Alors, vous aviez son portable, mais vous avez travaillé, vous l'avez connu à l'Élysée, puisque vous avez participé à un moment donné à la gouvernance socialiste. Vous avez cette expérience dont vous tirez une conclusion, d'ailleurs sans concession. Voilà. Oui, bien sûr. J'essaye d'être lucide sur la place que j'ai occupée. À cette occasion, c'est un homme avec qui on peut échanger, et là, vous lui envoyez un message spécifiquement au moment du concert de non, alors c'est pour le coup, je discute avec tous les responsables politiques, qu'ils soient de gauche, de droite, RN, tout, parce que ça fait partie de mon métier, de comprendre leur stratégie et de comprendre ce qu'ils font. Et parmi les sujets dont on discute souvent, et qui moi me tiennent à cœur, c'est cette idée du leadership. Comment on dirige aujourd'hui? Il se trouve qu'Emmanuel Macron, on lui a beaucoup reproché d'avoir incarné cette verticalité et d'avoir pas su reconnaître ses erreurs, d'avoir parfois il l'a porté très haut même. Il est allé très loin dans la verticalité. Il est allé très loin dans la verticalité, mais il faut toujours se souvenir que la première année, ça marchait très bien. Oui. Et que nous avons un imaginaire, nous, Français, qui est quand même très... on adore l'homme fort, on pense à De Gaulle, et on sortait de Hollande, Napoléon, on était dans une espèce d'horizontalité molle, et là, on retrouvait une verticalité un peu régalienne. Et donc, jusqu'à l'affaire Benalla, l'affaire Benalla est arrivée pour mettre un coup d'arrêt à ça, et puis après, ça a été la descente un peu aux enfers du président de la République, mais au début, ça marchait. Et donc, c'est très intéressant de voir dans quelle mesure les responsables politiques peuvent arriver à la fois à s'amender eux-mêmes, puisque lui a une réflexion sur son propre leadership. Enfin, je veux dire, tous les responsables politiques que je connais réfléchissent quand même à leur propre pratique du pouvoir. Et la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on va trouver des alternatives? Et il se trouve que moi, je cherche à l'étranger. Alors, il y a un modèle qui est intéressant, c'est celui de l'ex-premier ministre néo-zélandaise, mais qui, elle, a porté un leadership plus empathique, plus horizontal et plus maternel, en fait. Et ça a été intéressant, mais elle a démissionné parce qu'elle était trop... Elle a dit elle-même que c'était trop dur. Parce que, justement, dans l'histoire, nous avons Indira Gandhi, Golda Meir, Madame Thatcher, Angela Merkel. Là, ce sont des femmes... J'allais dire masculine, c'est dans le comportement. La première ministre danoise, à la rigueur, correspondrait un petit peu plus, peut-être. Voilà. Donc il y a une évolution dans le féminisme politique au moment d'exercer le pouvoir. Est-ce que Madame Cresson et Madame Borne ont été dans ce profil? Un peu moins aussi. Un peu moins. Bon. J'ai l'impression. Mais alors, juste pour finir sur Billie Eilish, il se trouve que dans l'art,
et dans la musique notamment, parce que la musique pop, c'est évidemment la chose que tout le monde connaît, donc c'est facile d'aller chercher des choses qui fascinent les gens. Je suis allée chercher des modes de leadership qui sont justement ceux-là, qui sont. Et Mylène Farmer en est aussi. Évidemment. Mylène Farmer en fait partie, Lady Gaga, etc. Donc ce sont des femmes, alors évidemment qui ne sont pas des femmes politiques, mais qui en imposent tout en assumant une part de doute, de vulnérabilité et en ne cherchant à écraser personne. Et dans la vidéo que j'ai envoyée, il se trouve que pendant le concert, à un moment donné, Billie Eilish demande à son public, donc c'est 20 000 personnes à l'Accor Arena, de se taire. Silence. Et il y a un silence total. Et c'est très impressionnant, parce que je ne connais aucun responsable politique. Le respect qu'elle impose, alors que dans un spectacle. Alors qu'elle ne menace pas, elle ne promet rien, mais elle demande de se taire et tout le monde se tait. Et ça, c'est très intéressant. C'est des éléments évidemment, ça paraît anecdotique, mais je trouve que pour les responsables politiques, c'est toujours très intéressant d'aller s'inspirer. Oui, bien sûr, mais parce qu'il réfléchit. Pour le coup, on s'imagine que les responsables politiques sont butés, bornés, mais tous se posent des questions parce qu'ils voient bien la défiance, ils voient bien le rejet, ils voient bien que la société change. Le problème, ce sont les réponses qui n'apportent pas. Nous avons Chantal qui nous appelle de Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Périgaud et bonjour à votre invité. Voilà, quelle question vous avez ou observation vous avez envie de faire à Chloé Morin? Alors, première observation, c'est vrai. Alors, moi personnellement, je vais être honnête avec vous, Chloé. Moi, le féminisme me fatigue. Voilà, ça me fatigue. La masculinité, la féminité, enfin... Moi, à une personnalité politique, je lui demande en premier lieu d'être quelqu'un de compétent. Je m'en fous que ce soit un homme ou une femme. Vous voyez, la parité, parce qu'on estimait qu'il n'y avait pas assez de femmes dans la politique, moi, si j'estime qu'il y a 15 femmes sur 20 qui sont compétentes, je ne vois pas pourquoi j'en mettrais 10. Et à l'inverse, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est arrivé, vous parliez des États-Unis tout à l'heure, oui, les hommes, ils ont plus voté Trump que les femmes. Enfin, moi, j'ai entendu des discours de certaines qui ont voté Macron. Ah, il est beau, il est si... Enfin bon, j'espère que les gens votent les personnalités politiques parce qu'ils sont compétents, qu'ils ont un programme qui attire. Parce que, excusez-moi, Madame Borne, elle nous a pas fait de cadeau, hein. Alors, moi, je veux bien, hein, mais Thatcher, n'en parlons pas de ce qui s'est passé aux États-Unis. Merkel, bon, j'en dirai pas plus. Mais des hommes aussi ont été des catastrophes. Nous, en tant que citoyens, citoyennes, on cherche des personnalités qui sont capables aussi bien de nous protéger que de faire prospérer le pays. Moi, l'égalité des femmes pour le salaire, mais je suis à 100 000 fois pour. Et c'est normal. Même travail, même salaire. Ça, c'est un combat qu'il ne faut pas lâcher. Je pense que des hommes comme des femmes sont d'accord là-dessus. C'est un minimum. Après, moi, tout le reste, à chaque fois, comme vous disiez très bien, la radicalité tue le mouvement. Mais aujourd'hui, on en est à un stade où, d'abord, j'en ai marre qu'on parle pour moi en tant que femme. Moi, je me sens pas ni inférieure ni supérieure à un homme. C'est un homme, je suis une femme. J'ai pas de problème là-dessus. Maintenant, les barbecues, si c'est viril, hein, parce qu'on a quand même Sandrine Rousseau qui nous en sort des belles. Je pense que quand même, ça donne pas une bonne image de tout ça. On est fait pour s'unir, pour vivre ensemble. On a besoin les uns des autres, avec nos qualités, nos sensibilités. Et je pense qu'il faut regarder la compétence des gens et pas ce qu'ils ont dans la culotte, quoi. Bon. Je réponds. C'est Chloé Morin. Moi, je suis d'accord avec pas mal de choses. Hein. La fatigue face au féminisme, c'est précisément ce que je disais tout à l'heure et la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est pour parler à tous ceux qui se sentent fatigués par le féminisme, qu'ils voient tous les jours à la télé. Il y a une charge mentale du féminisme, presque. Oui, c'est ça. C'est une fatigue de la radicalité qui ne touche pas que le discours féministe. Après, le fait qu'on doit voter pour des gens compétents, je suis à fond d'accord. Et je le dis tout le temps, moi ce que je déplore aujourd'hui, c'est qu'on vote pour des gens en fonction du fait qu'ils soient sympas ou qu'ils soient bien habillés et pas qu'ils soient compétents. Donc je suis à fond d'accord et je partage aussi l'idée qu'un homme peut être un bon dirigeant autant qu'une femme. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Maintenant, quand j'utilise moi le féministe, c'est pas comme identité, c'est comme grille de lecture. Et c'est très important. Pour moi, un homme peut être aussi féministe
qu'une femme. On est bien d'accord. Et une femme peut ne pas être féministe du tout. Et c'est très important de le dire, c'est-à-dire que les femmes, le féminisme, ça n'est pas juste le sujet des femmes. Et si on commence à dire que seules les femmes sont capables de parler féminisme, vous voyez par exemple, les penseurs du féminisme sont exclusivement des femmes. Ben ça me pose un peu problème. On poursuit la réflexion, Clément, dans un instant, sur cette approche du féminisme que vous avez et les portes que vous ouvrez quand même sur un féminisme qui pourrait convenir également aux hommes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio, la France dans tous ses états, avec Perico Légas qui reçoit Chloé Morin qui essaie d'être au niveau de la réflexion. Chloé Morin c'est une penseuse et l'ouvrage qu'elle a produit aux éditions de l'Observatoire devrait être une source de plus que de réflexion, de méditation sur l'avenir de notre société et en tout cas pas mal de solutions pour régler les problèmes. Il y a un concept qu'avec un mot anglo-saxon qui est un petit peu le fil rouge, l'axe de votre combat, de votre engagement dans ce désalignement que vous suggérez pour le féminisme, c'est le est-ce que je prononce bien, gaslighting? Gaslighting. Et oui. gaslighting. Alors en fait, il faut garder à l'esprit pour nos auditeurs que j'ai travaillé pendant 4 ans à Matignon et que donc entre 2012 et 2016 et qu'à cette époque-là, moi je m'occupais de l'analyse des sondages, mais j'étais intégrée à la cellule de communication. Donc j'ai observé et je participais de temps en temps à rédiger des discours. Donc vous étiez à l'intérieur de la machine. C'est ça. Donc j'ai vu en fait les dérives de la communication politique. Alors la communication politique, quand elle est bien utilisée, elle est extrêmement vertueuse parce que ça permet de faire comprendre ce que l'on veut dire, ce qui est essentiel en politique. Ça sert à rien d'avoir raison tout seul si on n'arrive pas à partager ses idées. Il y avait le grand Gaspard Ganzer quand même qui était là pour porter. Oui, il y avait Gaspard Ganzer de l'autre côté de la Seine à l'Élysée. Mais j'ai aussi observé toutes les dérives de la communication politique, et c'est vrai qu'elles sont pas nées avec les socialistes au pouvoir, hein. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on a basculé. En fait, c'est quand la télévision est arrivée, quasiment, qu'on a commencé à inventer une communication politique adaptée à la communication Chloé Morin est devenue une gouvernance, vous le dites. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, j'essaye d'expliquer comment les politiques, se voyant de plus en plus impuissants, pour des raisons diverses et variées, mais on sait que beaucoup de pouvoirs ont été transférés à l'Europe, beaucoup de pouvoirs sont... il y a beaucoup de verrous juridiques qui encadrent l'action politique, et donc aujourd'hui, les politiques essayent de surcompenser par la communication leur déficit d'action. Et pendant un temps, ça a fonctionné, et puis au bout d'un moment, les citoyens se sont rendus compte qu'on essayait de leur vendre des choses qui n'existaient pas, et donc aujourd'hui, on a un gouffre qui sépare les politiques et les gouvernants. Le gaslighting, pourquoi ? Le Gaslight, c'est une pièce de théâtre qui ensuite a été adaptée au cinéma des années 30, et dans laquelle un mari manipule sa femme, de sorte que il essaye de lui faire croire que ce qu'elle voit n'est pas vrai, et qu'elle est folle. Et donc, elle lui montre quelque chose, elle lui dit, voilà, le panneau est rouge et noir, et il lui dit, mais enfin, il est bleu et vert. Et petit à petit, elle doute d'elle-même, elle doute de ses propres perceptions, et elle bascule dans la folie. Et j'ai trouvé que ce que font nos gouvernements... On ne nie pas ce que vous dites, on vous fait comprendre doucement que le problème n'est pas ce que vous percevez, mais que vous le perceviez encore. C'est ça. Le très bon exemple, c'est ce qu'avait fait la gauche sous Lionel Jospin quand ils avaient dit « ça n'est pas de l'insécurité, c'est un sentiment d'insécurité ». C'est-à-dire qu'on dit aux gens... on va vous rééduquer. Vous ne voyez pas le réel correctement, on va vous expliquer comment il est. Et souvent, on vous explique que tout va très bien. Éric Dupond-Moretti remet une couche avec c'est un ressenti de l'insécurité. Et donc, autrement dit, vous êtes des cons. Oui, c'est une manière de mépriser, mais on a des élites en France qui sont quand même extrêmement méprisantes vis-à-vis du peuple. Ça a toujours été comme ça. Et donc, vous avez parfois une tendance à dramatiser. Donc, quand un responsable politique veut absolument que vous trouviez son action géniale en matière de sécurité, il va dramatiser à outrance, puis ensuite vous proposer des mesures fortes.
Et puis, quand il veut pas agir sur un sujet ou quand il ne sait pas quoi faire, il euphémise ou il n'en parle pas. Et donc là, on dit non, mais il n'y a pas de problème. Et donc il y a cette distance tout le temps entre le réel tel que les gens le voient et puis la parole politique. Si bien que, petit à petit, la langue politique s'est désarrimée du réel. Et aujourd'hui, les mots politiques flottent. Et quand vous dites égalité, liberté, fraternité, république, etc., ça n'adhère plus, en fait. Les gens n'y croient plus. Vous le séquencez en 3 étapes, si j'ai bien compris. Le déni officiel d'une vérité connue, l'injonction contradictoire permanente, et puis le brouillage moral des responsabilités. Oui. C'est les 3 phases qui conduisent à cette perversion. Oui, c'est 3 exemples. Pour le coup, il y a beaucoup de techniques de communication. Et l'avantage... Faire glisser, c'est la défi. Il faut faire glisser. Il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Le consensus absorbant les conflits dans une langue désactivée. Bon, le concept est un peu intellectuel, mais il dit tout. La langue est désactivée, c'est-à-dire qu'en fait, les mots n'évoquent plus rien. Ils ne véhiculent plus rien et ils n'ont plus d'écho dans la population. Et donc on se trouve dans une situation qui est une situation terrible où il n'y a plus d'échange, de discussion, de possibilité même de partager un langage commun. Donc vous avez le langage des citoyens, le langage des responsables politiques qui souvent est plein en plus d'acronymes, de vocabulaire administratif, de novlangues militantes, on n'y comprend rien. D'ailleurs, je donne plein d'exemples de ces mots des féministes qui sont... Enfin, les gens sont largués quand il faut apprendre qu'est-ce que ça veut dire sororité, puis ensuite ce YEL, et puis ensuite... tous ces mots-là... on déconnecte. On déconnecte, on ne comprend plus rien. Et alors, s'il y a plus de débat. Il y a la confrontation, l'invective et on bascule dans la colère. Et la menace. Nous avons Patrick qui nous appelle de la capitale de la France, de Paris. Bonjour Patrick. Bonjour. Bon, vous êtes un féministe convaincu, Patrick, ou non? Non, pas du tout. Je suis absolument... Je vous provoque. Oui, mais il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Non, moi je suis pas féministe. Je suis pour défendre la place de la femme dans la société humaine, c'est-à-dire la femme en tant qu'être humain. Mais voilà, moi rien que le mot. En fait, je trouve que le mot féministe aujourd'hui, il a plus de raison d'être. Moi, je trouve que le féminisme c'était quelque chose d'absolument indispensable. Il y a tout un parcours, on va pas refaire l'histoire du féminisme, mais tant qu'il s'était agi d'un mouvement politique pour défendre la place de la femme dans la société. Donc ça, pour moi, c'est la grande vertu et le grand héroïsme du féminisme. Et quand il a commencé à devenir autre chose qu'un mouvement politique, c'est-à-dire pour défendre la place de la société dans la femme dans la société, il devient illégitime et il devient un peu ce que Madame Morin, en tout cas c'est ce que j'ai perçu, faisait, c'est-à-dire quelque chose qui est intermédiaire entre un peu idéologique, un peu de sociologie, un peu de psychologisme de la politique, et ça nous amène à des formules comme celle que j'ai entendue tout à l'heure, qui est l'abord de la politique sur l'angle du masculinisme ou psychologiser la gouvernance, comme si la gouvernance, qui est un art, avait besoin d'apprendre de nouvelles, enfin tout était dans la manière, alors que la gouvernance, l'art de gouverner, vous parliez du réel à l'instant, c'est justement l'art d'affronter le réel, et donc de prendre le réel pour ce qu'il est. Et donc quand on gouverne, un jour on est doux, un jour on est vertical, puis le lendemain on est horizontal, puis le jour d'après on est autoritaire, et le jour d'après on est audacieux, et puis après on est camarade, enfin bon. Entendu, donc Patrick, on a compris. Je demande à Chloé Morin de vous répondre parce que votre remarque est pertinente. Chloé Morin. Alors sur le fait que le féminisme aurait été pertinent tant qu'il défendait les femmes, moi je pense qu'il défend toujours les femmes, et je pense qu'aujourd'hui... il a une raison d'être. Il a toujours une raison d'être, ne serait-ce que parce que si vous regardez les salaires à compétences égales, les femmes ne sont toujours pas payées également. Et donc
pour le coup, moi, je suis loin de penser que tout est acquis, terminé, et que l'égalité parfaite est faite, et qu'il faut s'arrêter. Ensuite, je le disais tout à l'heure, pour moi, le féminisme, ça n'est pas une identité, c'est une grille de lecture du monde. Et donc, que le féminisme ne s'intéresse pas uniquement aux femmes, c'est essentiel. Parce que sinon, comme je disais tout à l'heure, c'est les femmes discutent avec les femmes entre femmes et puis se préoccupent pas du reste de l'humanité. C'est un communautarisme à ce moment-là. Ça vous devient un voulez communautarisme. vous expliquer qu'il faut impérativement échapper à cette dérive. Bien sûr. Et donc, que le féminisme s'intéresse, c'est ce que je fais tout au long de ces pages, à la démocratie, pour moi, ça me paraît essentiel. Et je trouve que les féministes s'intéressent pas suffisamment aux conditions de survie de la démocratie. Qui est malade. Pourquoi c'est essentiel ? Vous dites que là, en plus, la démocratie est malade. Ça aggrave la situation. Bien sûr. Pourquoi est-ce que il faut s'intéresser aux conditions de survie de la démocratie ? Parce que la démocratie est en recul à peu près dans tous les pays occidentaux. Et parce que chaque fois que la démocratie recule, les droits des femmes reculent. Et on le voit très bien aux États-Unis. Donc, si le féminisme, qui cherche à défendre la dignité des femmes, ne pense pas à la survie de la démocratie, c'est une idéologie, une grille de lecture qui ne survivra pas en vérité. On poursuit cet échange, Chloé Morin, dans quelques instants avec vous. On va aller carrément sur le terrain politique parce que vous avez quand même des prescriptions, si je peux m'exprimer ainsi, pour essayer de sortir de ce bourbier. À tout de suite, vous restez avec nous et vous appelez Chloé Morin au 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette année, la radio officielle du Père Noël, c'est Sud Radio. Envoyez dès maintenant sapin au 72018. Sapin au 72018 et jusqu'à Noël, écoutez Sud Radio toute la journée pour gagner des séjours au Futuroscope, des forfaits de ski, des produits Ninja, des places VIP pour le Stade Toulousain, des boîtes à histoire Luni, des séjours au Château Beaupin et bien d'autres surprises. Merci Sud Radio. Gagnez les plus beaux cadeaux dans le sapin de Noël Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Chloé Morin, vous êtes sur Sud Radio avec Perry Colligas, je reçois Chloé Morin. Chloé Morin, ce n'est pas que l'ouvrage aujourd'hui dont nous parlons qui est désaligné aux élections d'observatoire, ça a été aussi, on a les politiques qu'on mérite. Quand il aura 20 ans, on aura tout essayé. Et puis le précédent, les inamovibles de la République. Alors là, on va parler aujourd'hui justement de nos institutions que vous estimez affaiblies, peu représentatives. Un président de la République a une assise électorale qui tient celle du premier tour. Au deuxième tour, c'est un malgré tout qui fait qu'il y a un manque de légitimité, manque de représentativité, incrédulité de l'électorat, abstention massive et rupture entre les élites et le peuple. Oui, en fait on alterne. En amont de l'élection présidentielle, on est à la recherche de l'homme providentiel et on pense que le président de la République nouvellement élu va résoudre tous nos problèmes. Ça dure à peu près 6 mois et encore 6 mois, maintenant c'est même moins. Une espèce d'état de grâce, maintenant c'est 100 jours. Voilà. Ouais, maintenant c'est... et puis bientôt il y aura même plus d'état de grâce du tout. Je pense que le prochain président de la République n'aura pas d'état de grâce, quel qu'il soit. Et puis ensuite, on tombe dans la défiance, la déception, la désillusion, et l'hystérisation du débat. Et le débat hystérique. Et je pense que nos institutions ne sont plus adaptées. Alors moi, je suis pas du tout pour une 6e République. Voilà. Vos valeurs restent à gauche, Chloé Morin, il n'y a aucun problème. Oui, bien sûr. Voilà. Mais si vous voulez, je pense que on a quand même un sujet de répartition des pouvoirs. Répartition des pouvoirs entre le président et le Premier ministre, entre l'exécutif et le législatif. Comment est-ce qu'on pourrait donner plus de pouvoir au Parlement, mais en le responsabilisant, évidemment. Bien sûr. Et puis... Il y a un article 20 qui est là pour ça, qui peut appliquer, qui dit que le gouvernement détermine et conduit. Et là, le seul avantage, j'allais dire, de cette dissolution, c'est qu'elle a permis de répartir les rôles et le Parlement, en tout cas l'Assemblée nationale, retrouve des prérogatives qu'il n'avait pas quand la majorité est conforme à celle du président de la République. Bien sûr. Et donc, quand on voit aujourd'hui les débats parlementaires, bah oui, ce sont des débats parlementaires qui sont classiques dans une démocratie mature, mais en fait, on manque de maturité démocratique. Donc, on va, je pense, aussi avoir besoin d'adapter notre culture politique et pas seulement nos institutions. Mais je pense en tout cas que la question des institutions aujourd'hui doit être posée et que
les candidats à la présidentielle en 2027 ne pourront pas faire comme si on pouvait rester comme ça. Parce que rester comme ça veut dire avoir un président à nouveau élu sur une base extrêmement faible et qui va gouverner pendant 5 ans tout seul. Ça me semble impraticable aujourd'hui. Alors, ils font tous des bouquins avant d'arriver au pouvoir. Il y a un programme électoral qui est déjà dans un livre. Alors, les livres politiques, vous dites ras-le-bol. Il y a quoi? Il y a une idée par chapitre, des phrases de 12 mots maximum, indignation calibrée, le chapitre de la République et les jeunes, et puis bien sûr, il faut réconcilier les Français. Oui. Donc, la sauce tomate, tout le monde a le même concept, en avant, et chacun met sa petite graine, souvent pas toujours écrit par eux, et alors on considère que ça y est, le programme est annoncé. Ah, c'est le problème. Alors, il y a quelques exceptions, il y a quelques responsables politiques qui écrivent leurs livres, mais c'est vrai que moi, dans mon métier, je suis obligée de lire un peu les livres des responsables politiques, et c'est vrai qu'il y a tellement de langue de bois, tellement de formules toutes faites, je comprends que les électeurs en aient marre, parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui sonne vrai. Il n'y a plus rien qui sonne vrai, tout est calibré. Rien. Oui, puis tout est calibré pour créer la polémique qui va bien, et pour surtout éviter toutes les polémiques qui, là, ne seraient pas anticipées, parfaitement cadrées. Et donc, en fait, je pense que les Français voient que tout est écrit d'avance. Tout est... Et même pour les responsables politiques... Comment dire, se contenir en permanence. Chaque fois que vous donnez une interview, vous avez vos éléments de langage, vous savez qu'il faut pas réagir à tel truc, qu'il faut réagir à tel autre. Je pense que pour les responsables politiques, ça devient vraiment difficile, en fait. Et que si on a le sentiment que tout est faux, que plus rien n'est authentique, plus rien n'est libre, et qu'il n'y a plus de parole libre, c'est aussi pour ça. Vous dites le propre de l'apathie démocratique est de ne pas réaliser que le recul démocratique est une réalité. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, je suis assez frappée de ce le déni, quoi, le fameux déni dont vous parlez. Oui, le déni. C'est-à-dire que les responsables politiques que je vois aujourd'hui sont, pour la plupart, font de la politique comme on faisait de la politique lorsque j'ai commencé en 2011. Comme si rien n'avait changé. Comme si les citoyens n'avaient pas changé, comme si les conditions du débat n'avaient pas changé, comme si les institutions n'étaient pas extrêmement fragilisées. Et ça me fait peur, parce que en réalité, le monde change, le monde bouge. On a déjà loupé le virage de la mondialisation. Nos élites n'ont pas su voir. Celui de l'Europe est un peu foireux aussi. Celui de l'Europe, évidemment. Le peuple français aspire à quoi? Si, là, vous qui captez... pas tout, mais en tant que femme jeune qui avait fréquenté les élites, qui en même temps est en contact avec la réalité du pays, vous sentez que le peuple français dans sa globalité aspire à quoi? Moi, je pense... à de l'ordre, à de l'espoir, à du rêve? Évidemment qu'il y a un besoin d'ordre. Je pense que les gens sont plus dans les grands rêves de progrès, ils aimeraient simplement arrêter de perdre. C'est-à-dire qu'il y a cette nostalgie, je parle de nostalgie du futur au début, c'est la définition de ce qui est en train de devenir le progressisme. Moi, j'ai grandi comme tout le monde avec l'idée que demain allait être mieux qu'hier. Ça, c'était le progressisme, la croyance en le progrès. Aujourd'hui, on constate tous que demain n'est pas mieux qu'hier. Et en réalité... me semble-t-il, les attentes les plus réalistes des gens, c'est pas qu'on réenchante la vie, plus personne n'y croit, parce que tout le monde a compris que le monde était très dur et complexe. Je pense que les gens veulent simplement arrêter de perdre, c'est-à-dire qu'on arrête la glissade sur la pente du déclassement économique, industriel, culturel, éducatif, et simplement arriver à faire ça, ce serait, à mon avis, déjà pas mal. Alors vous dites, ce livre est un test. Mon désalignement n'est pas un symptôme, c'est un diagnostic. Est-ce que, Chloé Morin, si la République pouvait avoir besoin de vos services ou votre dévotion, vous seriez éventuellement présente pour lui rendre ce service? Je rends déjà service. Quelle que soit la forme, hein, je vous veux pas de mal du tout, hein, Chloé Morin, au contraire, je vous veux du bien. Mais comme la France est malade, si vous avez un remède, une petite tisane qui pourrait lui faire du bien aux femmes et aux hommes en partir de ce qui est parti dans ce livre, ça peut être intéressant de s'engager. J'espère que, pour le coup, j'espère que les responsables politiques liront mon livre. Je sais que certains l'ont déjà lu, et c'est comme ça que je participe modestement à faire avancer le débat, c'est-à-dire que j'essaye d'être précise dans le diagnostic que je fais de nos mots, et puis quand je vois des solutions, j'essaye de les esquisser aussi, donc voilà. Je pars du principe que, ayant lu votre ouvrage, l'ayant compris, je vais lancer une idée, la femme est l'avenir de la France. Je pense que vous y souscrivez. Alors pas qu'elle, mais vu que les hommes ont échoué, peut-être par... Pourquoi pas essayer? Par manque de féminité, parce qu'il y a toujours une part de féminité dans les hommes. Donc, il faut de la virilité, il faut de la féminité. Voilà, mais laissons aux femmes qui ont fait le bilan, parce que vous avez fait un bilan sans concession, très honnête, hein, vous faites la part des choses. Voilà, donc espérons qu'une femme
puisse prendre le destin de la France en main. Il y a eu Jeanne d'Arc dans l'histoire, on n'en est pas là. Et y aura-t-il une nouvelle Jeanne d'Arc? La République, c'est Marianne. Alors voilà, est-ce que Marianne se réincarnera d'ici 2027 dans une républicaine, dans une citoyenne qui nous fasse encore rêver et aimer la patrie au nom de la liberté, la fraternité et la République est bien ouverte. Merci Chloé Morin d'avoir été aujourd'hui. Je pense que nous aurons l'occasion de nous reparler parce que ce débat n'est pas terminé. Le sapin de Noël Sud Radio. Et c'est une femme qui a remporté le lot, encore une fois d'ailleurs. Ce sont souvent des femmes chez nous qui remportent le lot. Je vous laisse annoncer. Nous sommes en ligne avec Laurence de Dax. Félicitations Laurence, vous remportez... Laurence de Dax, vous allez aller à Péragude dans les Pyrénées. Vous avez 2 forfaits de ski pour la station qui est dans les Hautes-Pyrénées, un domaine skiable de 51 pistes. On vous souhaite une bonne glissade. Alors ski, luge. Vous êtes accompagné ou non? Oui, est-ce que vous êtes accompagné? Vous ne serez pas seul? Oui, bonjour, je serai accompagnée. Bon, non, parce que sinon, on a ici des gens qui se seraient dédiés pour vous accompagner. Voilà, mais vous serez avec la personne de votre choix et on vous souhaite une bonne glissade sur la neige pyrénéenne qui est la plus belle du monde, bien plus belle que celle des Alpes. Et merci Laurence, merci Laurence de nous écouter fidèlement sur Sud Radio. Si vous souhaitez tenter votre chance, vous écoutez Sud Radio toute la journée à n'importe quelle heure. Il y a des cadeaux à gagner tous les jours jusqu'à Noël. Merci de votre écoute et tout de suite Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.